Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui je poursuis ma série de vidéos qui traite de l'idée de vaincre l'ennemi et de lui porter un rude coup en menant des attaques dans des domaines inattendus ou inhabituels. C'est ce que j'appelais l'autre fois les approches hyper indirectes. Aujourd'hui je vais aborder les manœuvres dans la cyberguerre, la guerre électronique et je vais aussi m'intéresser à la guerre de l'information. C'est pour ça que ma vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Alors concernant la guerre électronique, je vous renvoie deux ouvrages, alors pour être précis, une revue de champ de bataille, un hors-série, le numéro 9, et cet ouvrage, La guerre électronique, maître des ondes, maître du monde. Le premier est très concret, le deuxième est plus théorique, mais l'ensemble est intéressant. Alors je vais néanmoins m'intéresser en tout premier à la cyberguerre. Je vais reprendre comme cas d'étude l'Iran. L'Iran qui a mené un programme nucléaire ambitieux dans les années 90, mais encore plus dans les années 2000, pour essayer de pouvoir se défendre face à la puissance américaine, d'accord, pour essayer de peser. Vous voyez ici toute une série d'installations nucléaires. On va s'intéresser au cas de l'usine de Natanz, qui était donc une usine pilote chargée de l'enrichissement de l'uranium. Pendant des années, les médias ont annoncé une troisième guerre mondiale ou une nouvelle campagne de bombardement de l'US Air Force. Finalement, les Américains choisiront une autre méthode. Ils vont utiliser un virus informatique appelé Stuxnet. Alors, je vous ai mis le schéma qui vous résume un petit peu l'idée. Les Israéliens, en alliance, en coordination avec les Américains, notamment la NSA, ont créé ce virus qui est techniquement très compliqué, très rodé, vous voyez, qui a demandé beaucoup de travail. Ils l'ont créé vers les années 2007. Ce virus a été implanté dans l'usine de Natanz par l'intermédiaire d'une clé USB, ici. Alors je vous cache pas que d'après mes recherches, j'ai pas su si l'employé qui avait utilisé la clé USB a introduit le virus en connaissance de cause ou pas, s'il a été corrompu, acheté, ou si en fait il ne le savait pas. Ce qui est sûr, c'est que les computers, c'est-à-dire les ordinateurs, ont été contaminés, notamment les PLC que vous voyez à droite. Les PLC, ce sont en fait des petits ordinateurs spécialisés qui fonctionnent en temps réel comme des automates et qui vont gérer les machines. Ils vont donner des ordres à ces machines et réceptionner des données de mesure, des mesures. Et donc les centrifugeuses, ce sont des appareils qui tournent et qui sont là pour séparer l'uranium 235 de l'uranium 238, c'est-à-dire qu'ils sont là pour faciliter l'enrichissement de l'uranium. D'après New York Times, qui est cité par le Nouvel Obs, ce virus a fait donc des dégâts, aurait détruit plusieurs centaines de centrifugeuses dans l'usine de Natanz et aurait retardé le programme nucléaire iranien d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Alors est-ce que le jeu en valait la chandelle? Je vous en laisserai seul juge. En tout cas, les Américains n'ont pas bombardé, ils n'ont pas employé la méthode forte, ils ont employé un virus informatique. D'accord? Ensuite, je vais parler de la guerre électronique à travers la guerre du Liban de 1982, ce qu'on appelle l'opération Paix pour la Galilée, ou la bataille dite de la vallée de la Beka. Alors, le Liban, c'est ce petit pays que vous voyez ici au Proche-Orient, qui longe en fait la mer Méditerranée au nord d'Israël. D'accord? En 1982, en fait, vous avez la guerre civile au Liban qui a éclaté depuis déjà de nombreuses années, depuis 1975. Il y a au Liban des combattants palestiniens, qui sont les combattants de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, et en fait, Israël envahit la moitié du Liban pour détruire ces forces de l'OLP, pour clairement les affaiblir le plus possible. Et elle occupe la capitale Beyrouth. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu une bataille aérienne. Alors pas entre les Israéliens et les Palestiniens, mais entre les Israéliens et les Syriens. Parce que les Syriens, à l'époque, considéraient un petit peu le Liban comme leur chasse gardée, comme leur arrière-cour, comme leur zone d'influence. Ils étaient présents militairement au Liban. Et Israël, en fait, a remporté en 1982 une victoire aérienne éclatante, extraordinaire. Alors, comment ont fait les Israéliens? Ils ont utilisé justement la guerre électronique pour venir à bout de leur adversaire.
Alors ce document en russe va vous paraître un peu compliqué, je vous ai mis ici des éléments de traduction. Alors qu'est-ce que vous voyez? Les petites croix noires, ce sont des batteries de défense sol-air SAM 6 GECO, qui ont été annihilées par l'aviation israélienne. Alors comment ont fait les Israéliens? Ils ont utilisé ici des avions de guerre électronique, des Boeing 707, qui ont effectué du brouillage radar, donc qui ont rendu les radars syriens totalement aveugles. Ils ont fait également du brouillage des télécommunications, ce qui fait qu'en fait, vous avez ensuite eu une attaque en règle de la part des F-16, des Phantom et des Skywalk israéliens qui ont détruit littéralement ces batteries de missiles SAM, en utilisant notamment des missiles anti-radar qui sont les missiles ARM, qui détectent les émissions de radar ennemis et qui se guident dessus. Ça a été une victoire extraordinaire, aucune perte côté israélien, et par contre une vingtaine de batteries, je crois que c'est 26 ou 27 batteries qui sont détruites. C'est ce qu'on confirme cet extrait qui vient de la revue Science et Avenir. On vous précise que les Israéliens ont utilisé du brouillage radar, des nouveaux systèmes de renseignement électronique, de guerre électronique et de contre-mesures électroniques. D'accord? Donc on voit que dans cette bataille, les Israéliens ont une génération d'avance. Hein. C'est un peu David contre Goliath, mais cette fois David n'est pas israélien. Là vous avez une autre illustration qui montre des appareils attaquant missiles ARM, les missiles solaires et adverses. Vous avez un drone également qui est au-dessus de l'illustration, qui vous montre l'avance technologique des Israéliens. Une troisième illustration, qui est en espagnol. J'essaie de vous traduire. Alors, à cet endroit-là, vous avez donc le Boeing 707. La légende indique un Boeing 707 modifié, capable d'effectuer des contre-mesures électroniques à longue portée, de transporter de l'équipement ELINT, c'est-à-dire Electronic Intelligence, renseignement d'origine électronique, ce qui permet de créer des interférences dans les transmissions syriennes et des interférences également dans les radars. À gauche, vous voyez également les Israéliens ont utilisé un avion radar célèbre qui s'appelle le E-2C Hawkeyes. C'est celui qu'on trouve sur les porte-avions classe Nimitz des Américains, qui permet de détecter à très longue portée les chasseurs adverses et des drones. Donc en gros, sans la guerre électronique, les Israéliens auraient eu des pertes nettement plus importantes, comme lors de la guerre du Kippour en octobre 1973. Cependant, ils ont appris de leurs erreurs précédentes et ils se sont adaptés. Ensuite, je vais aborder la question de la guerre psychologique et de la guerre de l'information. Un vaste domaine, mais je vais essayer de vous mettre des schémas pour résumer et synthétiser tout ça. Alors, les militaires connaissent depuis très longtemps la guerre psychologique. L'idée d'influencer le moral des soldats adverses, voire des civils adverses, notamment lorsqu'on mène des guerres de contre-insurrection. Depuis très longtemps, ils effectuent des lâchers de tracts, et ces lâchers de tracts sont toujours d'actualité. Durant la guerre en Irak, les Américains ont fait des bons vieux lâchers de tracts. La guerre psychologique a déjà été traitée depuis très longtemps, notamment par François Géré à la fin des années 90, début des années 2000. Notamment en guerre psychologique, en juin-juillet 1941, les nazis utilisent massivement la guerre psychologique contre les soviétiques, et vu que leur guerre psychologique correspond à des défaites catastrophiques côté russe, en fait cette guerre psychologique a un succès total, et elle agit un peu comme un multiplicateur de force. D'accord ? Alors, on a donc la guerre psychologique, on a également la bonne vieille propagande, qui était notamment l'apanage des régimes totalitaires. Là, je vous ai mis un schéma qui synthétise un peu ces techniques de propagande anciennes. Donc c'est simple, c'est que des mots qui finissent par sion, falsification, simplification, recours aux émotions, massification, généralisation. On pourrait rajouter d'ailleurs diabolisation. La propagande, c'est du manichéisme et beaucoup de simplification, de diabolisation. En gros, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des problèmes, il y a des solutions, il y a des victimes, il y a des coupables. D'accord ? C'est toujours des raisonnements très simplistes. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire en détail mon schéma.
Bon, néanmoins, maintenant, ces techniques de propagande existent toujours, mais elles sont pas forcément dépassées, mais elles s'accompagnent d'autres méthodes vu qu'on est à l'ère du numérique, hein. Alors là, concernant ces autres techniques, j'ai utilisé un document de Claire Wardle, qui est une des spécialistes des fake news et de la désinformation, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui vous propose ici une classification qui est intéressante, hein. Une classification par contenu, hein, des contenus satiriques, parodiques, trompeurs, fallacieux, fabriqués, manipulés. Alors j'ai repris la grille de lecture de Claire Wardle, là dans mon schéma, que j'ai donc clarifié. Voilà, ici j'ai donc mis des détails intéressants, des exemples, des précisions, si ça peut vous aider à comprendre tout ça. Mais donc il faut bien comprendre qu'aux techniques de propagande anciennes, il y a maintenant les techniques de propagande du web. D'accord? Alors si vous voulez plus d'informations sur la guerre de l'information, j'ai fait une playlist là-dessus qui peut vous intéresser, notamment la troisième vidéo de cette playlist qui s'appelle les techniques de propagande anciennes. Voilà. Et ben merci pour votre écoute et puis à bientôt.